Salut à tous. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, cette première vidéo pour vous parler d'un sujet très important qui défraie la chronique, qui est celui de la vaccination. Alors, c'est un sujet très important, évidemment, parce que on en parle énormément sur les réseaux sociaux, dans les médias classiques, la presse écrite. Et fait totalement inédit aujourd'hui, je crois hier plutôt, cela a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale entre les députés et les membres du gouvernement et particulièrement le ministre de la Santé. Ça veut dire que c'est un sujet très important qui survient au cours d'une évolution, d'une vraie défiance vis-à-vis des vaccins, d'une méfiance, d'une défiance, d'un recul de l'engouement au vaccin, qui est un phénomène de santé publique connu sous le nom de l'hésitation vaccinale. Donc l'hésitation vaccinale est justement le fait d'hésiter à se faire vacciner malgré les opportunités qui sont offertes. Alors, ce problème est tellement important au point où l'OMS vient d'inscrire l'hésitation vaccinale dans la liste des 10 plus grandes menaces de santé publique dans le monde, au même titre que la pollution, le VIH-Sida, le paludisme, le choléra ou la dengue. C'est fou, c'est complètement... C'est incroyable. Et cela se manifeste dans les chiffres. Si on prend par exemple le cas d'une maladie comme la rougeole, qui est une maladie évitable par la vaccination, dont le vaccin existe quand même depuis 1960. On a constaté l'année passée le monde a enregistré environ 800 000 cas de rougeole, avec près de 200 000 décès, ce qui est quand même hallucinant, ce qui est important, parce que il y a quelques années, la rougeole avait quasiment été éradiquée. Je me souviens, quand nous étions étudiants en médecine, au milieu des années 2000, voir un cas de rougeole revenait, c'était un événement extraordinaire. Je me souviens quand nous faisions nos stages dans nos hôpitaux, quand quelqu'un tombait sous un cas de rougeole, et c'était un événement extraordinaire dans le service de pédiatrie. On appelait les copains, les camarades de promotion, on disait venez, tout le monde venait un peu autour du camp. On appelait le professeur de médecine qui nous encadrait. On dit que voilà, on a trouvé un cas de rougeole, une suspicion de rougeole. Alors ça faisait l'objet c'était un événement spécial qui faisait, on organisait une ronde spéciale, des réunions, des staffs d'urgence, des réunions de crise, parce qu'on avait dépisté un cas de rougeole. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. La rougeole devient de plus en plus fréquente dans nos consultations. Ce n'est plus un événement extraordinaire. Si je consulte mon registre de consultation de l'année, je vais probablement retrouver un certain nombre de cas de rougeole diagnostiqués au cours de l'année. Donc c'est un problème important qui est né du recul à l'engouement au vaccin, dans l'hésitation vaccinale. Alors, quand on pense que c'est un problème, là je fais cette vidéo parce que pour résoudre un problème, il faut d'abord le comprendre. Et pour comprendre le phénomène de l'hésitation vaccinale, on va essayer d'articuler cette présentation en deux phases. La première phase qui sera de comprendre le phénomène de l'hésitation vaccinale ou de la défiance au vaccin tout au long de l'histoire. Et la deuxième partie sera de comprendre l'hésitation vaccinale dans le contexte africain en général ou camerounais en particulier. Alors, pour l'histoire, je dirais que l'hésitation vaccinale a quasiment la même histoire que la vaccination au final. La vaccination, l'ancêtre de la vaccination s'appelait la variolisation,
qui était l'inoculation à la variole. Alors, c'est un phénomène qui est né au XVIIIe siècle dans l'Empire ottoman, qui est aujourd'hui la Turquie, qui consistait à inoculer de la variole à des personnes saines, à inoculer du pus de patients varioleux à des personnes saines, parce qu'on avait constaté de façon empirique que des personnes ne contractaient la variole qu'une seule fois dans leur vie. Et donc, cette pratique consistait donc à immuniser donc, tous ceux qui n'avaient pas encore atteint de variole en leur inoculant du pus de patients varioleux. Alors, c'est une pratique qui a été observée et appréciée par Lady Montagu, qui était l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre dans l'Empire ottoman. À Constantinople, elle avait observé des matrones réaliser cette pratique pour protéger les enfants. Et quand elle est rentrée chez elle en Grande-Bretagne, elle a emporté cette pratique et elle a essayé sur ses propres enfants, son fils et sa fille. Elle a essayé dans l'inoculation et ça a marché. Et ça a eu un succès totalement retentissant au Royaume-Uni. Au point où des célèbres poètes comme Voltaire lui a consacré toute une lettre, la 11e lettre de Voltaire, où il a écrit, où il disait de Lady Montagu que c'est une femme qui est un esprit et qui a beaucoup d'esprit. Donc il vantait les mérites de cette femme. Et c'est d'ailleurs d'où vient la première opposition à cette pratique qui venait en principe sauver le monde occidental. Elle n'a pas du tout été appréciée et les arguments c'était que cette pratique venait d'une femme, donc c'était des arguments totalement phallocratiques. On disait que c'était des remèdes de bonnes femmes, des remèdes de grand-mère. Et on disait, il y avait également un argument qui disait que c'était une pratique qui vient de l'étranger, un peu comme les arguments d'aujourd'hui, on dit les vaccins des blancs et tout. Donc on disait que c'était une pratique qui vient de l'étranger. Il y avait à l'époque une théorie médicale qu'on appelait la théorie des climats, où on pensait que certaines maladies, la médecine des humeurs, c'est-à-dire que certaines maladies ne pouvaient se développer que sous certains climats et ne pouvaient pas se développer sous d'autres. Donc on disait que voilà, donc donc les gens se sont opposés, mais le clergé, ça va être c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui l'un des organismes ou l'un euh, l'une des parties prenantes opposées à la vaccination au Cameroun aujourd'hui, c'est le clergé. Donc, même à cette époque, le clergé s'oppose à cette pratique de l'inoculation, de la variolisation. Ils estimaient que à l'époque, d'abord, parce que quand on inoculait des gens, par exemple des femmes, ça donnait droit à un mode de vie beaucoup plus relâché. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, pouvaient porter des robes sans corset, ne devaient pas aller à l'église, parce que quand on avait été inoculé de variole, on était contagieux. Donc, voilà, donc le clergé n'appréciait pas ça. Une autre raison, c'est que le clergé estimait que la maladie est un destin. Et donc, il ne faut pas empêcher son destin, c'est-à-dire empêcher que quelqu'un devienne varioleux, c'est bloquer le destin que Dieu lui a tracé. Et donc, le clergé était totalement opposé à la variolisation. Alors, ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie vient de l'inventeur de la vaccination, proprement dite, qui est un médecin anglais qui s'appelait Dr. Edward Jenner, qui était un médecin de campagne totalement inconnu, mais qui avait fait une observation à la campagne assez curieuse. Il avait constaté que des fermières, des laitières qui traillaient le lait des vaches, qui contractaient une maladie qui est une maladie bénigne qu'on appelle la vaccine qui vient de vaches parce qu'elles étaient auprès des vaches.
Et quand elle contractait cette maladie bénigne qui était la vaccine, elle ne contractait plus la variole. Et donc, il a remarqué ça, que ces infirmières, après avoir contracté la vaccine, étaient immunisées de la variole. Il a donc développé donc, cette pratique en prélevant justement soit du pus de vaccine, c'est d'ailleurs d'où vient le mot vaccination, soit chez les vaches ou alors chez les laitiers qui avaient contracté la vaccine et qui pouvaient donc les inoculer, les injecter à des personnes saines quand, cette vaccine-là et qui faisait qu'elles ne puissent pas attraper la variole. Donc, on pouvait donc inoculer dans cette pratique, on pouvait donc prélever soit chez de la vache ou chez une fermière qui avait contracté la vaccine et de bras en bras, on essayait d'immuniser le reste de la population. Alors, un fait assez curieux, c'est que les premiers opposants, les opposants les plus virulents à la pratique de la vaccination, qui est la nouvelle pratique de la vaccination, de l'inoculation de la vaccine, étaient les adeptes de la variolisation. Alors, donc, c'était des gens, des nostalgiques de la variolisation qui posaient des arguments en disant que bon, euh, la variolisation consistait quand même à transporter à faire passer des sécrétions humaines. Et là, maintenant, la vaccination va prélever des sécrétions animales. Donc, les sécrétions animales, c'est du poison. Et donc, ils étaient, ils étaient très opposés. Et ils estimaient effectivement que, parce que après que toutes les composantes justement que Jenner utilisait, que ce soit les adjuvants, les conservateurs, ils utilisaient, tout ça c'est du poison et ils étaient voilà. Mais il y avait également d'autres éléments qui jouaient en défaveur de Jenner, c'était que ça faisait qu'il y avait des maladies conjointes, c'est-à-dire par exemple qu'on prélevait de la vaccine chez des fermières et tout, ça prélevait également d'autres maladies telles que la syphilis et ça pouvait se contaminer à travers d'autres personnes. Donc, cela a créé une vraie opposition. Mais il n'y avait pas que les adeptes de la vaccine, mais il y avait également des scientifiques de cette époque qui ont commencé à apporter des arguments anti-vaccins assez scientifiques, parce qu'il y a une théorie qui évoluait à l'époque qu'on appelle la théorie de la détuberculisation. C'est-à-dire qu'ils estimaient que dans l'organisme, il y a des petits bourgeons et tout ça qu'on appelle des tubercules et tout ça là, qui sont parfois impurs et qui se manifestent justement quand ils doivent sortir, quand une personne présente la variole, ça veut dire que ce sont des tubercules enfouis à l'intérieur qui se manifestent, qui sortent comme ça. Et donc, empêcher que quelqu'un ait la variole, c'est bloquer à l'intérieur de lui ces tubercules-là et il pouvait contracter des maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra ou la tuberculose. Donc, il fallait justement empêcher donc des gens se vaccinent ou que les gens se détuberculisent. Donc, c'était la théorie scientifique opposée à la vaccination de l'époque. Le troisième, toujours élément dans l'histoire de la vaccination, est celui de Pasteur. Alors, qui est Pasteur? Pasteur n'était pas un médecin, n'était pas un immunologiste, c'était un physicien, un chimiste qui était beaucoup plus connu parce qu'il avait travaillé énormément sur les moisissures. C'est lui qui est à l'origine de la théorie des germes, de la pasteurisation, qui a beaucoup travaillé justement en concurrence avec Koch.
le bacille de Koch, Robert Koch qui était en Allemagne. Donc, il a beaucoup travaillé sur ces sujets qui étaient vraiment pas des sujets humains. Donc, c'était pas un médecin. Et au fil de ses travaux, il a quand même inventé, il a fait une expérience où il inoculait où il avait sauvé des chèvres atteintes de fièvre charbonneuse. Donc c'est là où il a mis son premier vaccin au point, où il essayait sur les animaux en fait. Et donc il faisait ses préparations à base de moelle osseuse de lapin. Donc, il avait sauvé énormément d'animaux à partir de ces expériences. Donc, il n'avait jamais essayé sur un humain. Il ne travaillait même pas sur les humains. Et donc, il a fait le jour où le jeune Edouard Meister, Joseph Meister, a été âgé de 10 ans, qui était mordu par un chien enragé. Était venu le voir accompagné de sa mère totalement déboussolée. Il ne savait absolument pas quoi faire et tout. Or, il s'est dit, bon, si j'ai essayé une thérapie contre les fièvres, contre la fièvre charbonneuse des moutons. Bon, de toutes les façons, puisque je n'ai pas le choix, le petit a été mordu. Il y a quand même, quand quelqu'un a été mordu par un chien enragé et quand se développe son il y a quand même un long moment où les symptômes apparaissent. Donc, il y a quand même encore le temps de pouvoir essayer quelque chose dont il n'avait pratiquement rien à perdre. Donc, il a essayé et ça a marché. Ça a été un succès totalement inattendu. Et tout ça, c'est là où il met sur point le premier vaccin contre la rage. En fait, ce vaccin qui était adressé aux moutons, qui est devenu sur place le vaccin de la rage. Mais et là, ses premiers opposants, les opposants les plus virulents, ce sont des médecins. Ce sont des médecins. Les médecins ont été très opposés à la pratique de Pasteur, parce qu'il n'était pas de la communauté médicale. On estimait effectivement qu'il faisait des expérimentations. C'est là d'ailleurs où vient l'idée de... Parce que après le petit Joseph Meister, il y a eu d'autres expérimentations, il y a eu d'autres essais de vaccins contre la rage. Certains ont bien marché, d'autres n'ont pas toujours eu le succès qu'ont rencontré les autres. Et donc, on a opposé à Louis Pasteur, on a dit qu'il fabriquait des virus de laboratoire. C'est d'ailleurs, il y a encore cet argument qui circule jusqu'aujourd'hui par certains opposants de la vaccination. Donc, et il y a vraiment une fronde de médecins contre Pasteur, si bien qu'il y a un des médecins très célèbre en Belgique, qui s'appelle le docteur Robert Boyens, qui a d'ailleurs fondé toute une ligue des médecins contre la vaccination, pour combattre Pasteur avec ses idées, ses théories farfelues, comme ça qu'il disait. Ils ont organisé plusieurs congrès, le congrès à Paris, à Cologne et à Bruxelles, et tout ça pour lutter, parce que la vaccination était devenue une pratique obligatoire, notamment en Grande-Bretagne, et la Ligue des médecins contre le vaccin justement visait justement à casser ces lois pour pouvoir voilà, parce qu'il y avait d'autres théories et il faisait circuler d'autres théories, par exemple la théorie des microzymes qui stipulait que les gens sont malades parce qu'ils ont certains petits micro-organismes, des microzymes à l'intérieur de leur corps, et que ce n'était pas et donc ça devait normalement sortir, et que la vaccination ne servait à rien. Donc ils ont développé plein
de théories comme ça. Il y a aussi la théorie des milieux, que les gens sont malades parce qu'ils sont sur des milieux spécifiques et non que parce que ils seraient protégés ou en contact ou voilà, protégés par un quelconque vaccin. Donc, il y a énormément d'histoires comme ça où chaque fois qu'il y a eu une avancée sur le plan vaccinal, directement il y a eu également des opposants à la pratique du vaccin. Et donc, euh, que- je vais un peu passer tout le cours de l'histoire au début du XXe siècle et tout ça, aussi de la révolution médicale et tout. Il y a eu chaque fois des avancées, chaque fois des opposants. En Afrique, le mouvement anti-vaccinal, après le mouvement des indépendances coloniales où la médecine a été très dirigé par des mouvements, des gouvernements forts. Et le mouvement anti-vaccinal commence à naître au début des années 90, avec la libéralisation de la démocratie, avec la naissance également des mouvements anticoloniaux, anti-franc CFA, anti-impérialisme. Également, donc, le mouvement anti-vaccinal commence à être corrélé dans ces mouvements où on ne veut rien qui vient de l'Occident, où on se dit que tout ce qui vient de l'Occident est piégé, est maudit, est dangereux, que ce soit la monnaie, la nourriture, les médicaments et consorts. Donc, et avec également la montée des mouvements fondamentalistes religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens. D'ailleurs, en 2004, il y a un attentat au Nigeria qui est perpétré contre une église, contre un centre de santé qui administrait des vaccins. Parce que ces mouvements fondamentalistes surfait justement sur l'aspect culturel parce que par exemple en Afrique la question de la culture est très importante, la question de la femme, la place de la femme comme outil de fertilité est très importante. La femme est très liée à la fertilité, donc pas avoir des vaccins qui ciblent particulièrement les filles, les jeunes filles, on reçoivent une défiance beaucoup plus importante que les vaccins qui sont adressés à des publics beaucoup plus généraux. Donc, c'est ce mouvement anticolonial, ce mouvement fondamentaliste, religieux, l'émergence également des réseaux sociaux, parce qu'il y a ce qu'on appelle euh, le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à être focalisé sur des événements négatifs. Euh, c'est comme ça que l'être humain est constitué. Si je vous fais aujourd'hui 9 compliments et un reproche, vous allez plus retenir le reproche que le seul reproche que les 9 compliments. C'est comme ça que l'être humain fait, c'est-à-dire que ça vient de notre cerveau antique qui fait que si en forêt, vous pouvez rater 9 arbres fruitiers, mais vous ne devez absolument pas rater le bruit du tigre qui passe à côté, sinon vous terminez en saucisse. Donc l'être humain est fait pour être cambré, pour être capté, pour être calibré sur les mauvaises nouvelles. Donc chaque fois qu'il y a des mauvaises nouvelles, des faits divers qui concernent la vaccination, que ce soit des effets indésirables, que ce soit des, des accidents et tout ça là, de déroulement de vaccination, ça crée toujours un écho qui est très important, qui fait que les gens se rebiffent, se méfient un peu de tout ce qui est vaccination. Et donc, donc le mouvement, je veux dire, la défiance ou alors l'hésitation vaccinale repose en réalité sur 3 piliers. Le premier pilier est celui de l'autosatisfaction, c'est-à-dire que euh, on se complaît dans la situation où on est, on se dit on n'a pas besoin de vaccin. Tant que la maladie paraît négligeable et insignifiante, par exemple sur le cancer du col, la prévalence du cancer du col est d'environ 40 femmes sur 100 000.
Les gens peuvent se dire que 40 sur 100 000, ça reste une proportion assez négligeable. Euh, Certaines maladies comme la diphtérie, la coqueluche, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Donc, ils se disent que, bon, de toutes les façons, avec ou sans vaccin, on est déjà bien et tout ça. Donc, le premier pilier de l'hésitation vaccinale, c'est justement l'autosatisfaction. Le deuxième pilier est justement celui de la méfiance. C'est-à-dire que, effectivement, chaque fois que effectivement ces faits divers qui sont avérés ou non, par exemple, il y a le scandale du Dengxavia, qui est le vaccin contre la dengue, qui s'est déroulé aux Philippines, qui concernait le laboratoire Sanofi, qui a vacciné 15 000 enfants contre le virus de la dengue, qui était un vaccin qui n'était pas complètement au point, qui avait déjà un taux d'efficacité de 50-60%, ce qui est très faible pour l'efficacité d'un vaccin qui doit commencer au moins à partir de 85% montant. Non, 50-60% c'était déjà faible. C'est un vaccin qui n'avait pas reçu d'autorisation ni de la Commission européenne, ni de la FDA, la Food Drugs Administration des États-Unis, qui a reçu d'autorisation de des autorités sanitaires philippines, où on soupçonne d'ailleurs qu'il y a eu des pots de vin qui ont circulé. Et donc, c'est dans un vaccin qui a entraîné la mort d'une dizaine d'enfants. Ça fait un scandale incroyable. Ils sont en justice jusqu'à aujourd'hui. Et parce que le vaccin se comportait un peu comme... c'était pas très bien mis au point, parce que ça se comportait un peu comme un agent double. C'est-à-dire quand vous aviez déjà contracté la dengue, ça vous protégeait. Mais quand vous n'aviez pas, ça se comportait comme un agent double. C'est-à-dire que ça facilitait plutôt l'entrée de la dengue dans l'organisme. Donc ça fait un vrai problème. Donc ce genre de scandale, ce genre de... Et tout ça là suscite une vraie méfiance auprès de la population. Le troisième pilier de l'hésitation vaccinale est celui justement du manque d'accès, du manque de moyens, parce que quand on n'a pas accès à un soin préventif ou curatif de santé, on a tendance à se réfugier sur ce qu'on connaît. Par exemple, nos thérapies traditionnelles, nos remèdes de grand-mère, en se disant que de toutes les façons, on n'a pas besoin de vaccin parce qu'on est déjà bien comme on est. Et donc, c'est un peu ça qui sous-tend la théorie vaccinale. Mais il y a une étude très intéressante qui est sortie qui détaillait un peu le profil type, le profil psychologique type des personnes anti-vaccins qui on a essayé on a essayé d'étudier certains couples de valeurs, c'est-à-dire pureté et impureté, égoïsme, altruisme, soumission ou respect de l'autorité, soumission ou absence, ou refus refus de l'autorité. Alors, quand on a étudié un peu, fait cette étude, on a vu que tous ceux qui étaient opposés au vaccin, ce sont des personnes qui détestent la pollution, ce sont des personnes qui sont un peu égoïstes. Vous avez souvent entendu des débats, je suis libre de me vacciner, je fais comme je veux, je suis libre de mon corps, mais pourtant la vaccination, l'efficacité de la vaccination est meilleure quand la protection est collective. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait peut-être 60 ou 80% de personnes qui soient vaccinées pour que la protection soit globale. Donc si tout le monde se dit je suis libre de faire ce que je veux et tout ça c'est mon corps et tout, sans être altruiste, sans penser aux autres, sans penser à l'intérêt général, effectivement l'efficacité des vaccins baisse. Donc ces personnes anti-vaccins ne sont pas des gens très altruistes, ce sont des gens un peu égoïstes. Et le troisième élément qui était surtout l'absence, en fait, le refus de l'autorité. Ce sont des personnes qui sont allergiques à l'autorité, allergiques aux réglementations, aux règles, et qui refusent la soumission.
Au fait, quand on analyse, je pense que la plupart d'entre nous correspondent un peu à ce profil. Peut-être sommes-nous tous des anti-vaccins. À chacun de le deviner. Merci, bonsoir.